Ça y est les amis, on est fixé donc pour ce tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'UEFA vient de trancher à l'instant avec plusieurs grosses affiches. Bien sûr pour les clubs français, on sait qui affrontera le PSG. C'était quoi qu'il arrive un morceau, c'était le Barça au Liverpool. On a donc les Reds. Qu'attendre de ce match? Je vous ai posé la question à l'instant, vous m'avez dit que c'était 70% de Liverpool. J'ai envie de voir, quoi qu'il arrive, ce que va donner ce PSG de Luis Enrique, aussi positif, aussi intéressant d'un point de vue individuel et collectif depuis 2-3 mois. Cette progression, elle est excellente. On a vu une équipe vraiment se transformer. Certains voudront toujours relativiser en disant c'est une équipe qui n'a pas encore affronté de Cador, c'était un City malade, c'était un Stuttgart qui a laissé beaucoup d'espace, la Ligue 1 c'est trop facile, blablabla. Oui, on peut toujours essayer de prendre ça en compte, mais là, voilà, on aura un verdict, un juge de paix. C'est Liverpool, c'est ce qui se fait de mieux en PL, c'est l'équipe qui a terminé première de la phase de groupe de Ligue des Champions en étant assez facile sur pas mal de matchs. Bien sûr que certains préféraient peut-être le Barça par rapport à la gestion du hors-jeu, les capacités défensives, où on peut voir que voilà, Dembélé, Barcola, Doué, Gvara qui va continuer à prendre un petit peu de l'allant peuvent faire beaucoup de mal à cette équipe. Donc je peux comprendre que certains voulaient voir un Barça PSG par rapport aux forces et faiblesses et puis aussi sur le vécu récent de ces matchs. On a eu beaucoup de divertissement. Liverpool, c'est quand même une équipe qui a toujours un rythme impressionnant, mais qui arrive à se faire accrocher. On a vu les matchs nuls contre Everton et Aston Villa, avec beaucoup d'intensité à chaque fois. Donc si ce pari de Luis Enrique réussit à leur poser des soucis et aller chercher cette équipe assez haut, ça va être intéressant de voir qui aura la possession, comment Liverpool va se comporter sans ballon, parce que ce pressing de Liverpool, il va être hyper intriguant. J'ai déjà vu des équipes poser des soucis au PSG avec vraiment du harcèlement sur le porteur de balle. J'ai notamment en mémoire Arsenal PSG où Pacho avait été mis en difficulté. Attention aussi à Donnarumma. Liverpool, ça va courir dans tous les sens. Il faut pas oublier bien sûr que Liverpool, je me répète, mais écoutez l'interview de Salah, vous savez la fameuse où il avait dit voilà, notre rêve c'est d'aller remporter la PL pour se faire évidemment une première ligue remportée à la maison. Quand Liverpool version Klopp l'avait remporté, vous savez, c'était le fameux Covid, ils n'avaient pas pu célébrer avec du public dans les stades, ils avaient fait quand même une belle parade à Liverpool, mais là ils veulent vraiment terminer avec cette apothéose. Et puis pourquoi pas ça, là on sait qu'il y a toujours des questions sur son avenir. Qu'est-ce que ça peut donner comme match? Je m'attends à quelque chose d'assez spectaculaire. Je sais que vous êtes sur du 70-30. Je pense que le PSG a vraiment ses chances. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est une affiche qui va être hyper intéressante. Beaucoup de matchs dans le match qui vont être pertinents. Comment Van Dijk et Konaté vont gérer les mutations, les mouvements permanents des offensifs parisiens, parce qu'on sait que de temps en temps c'est Dembouz qui occupe l'axe, des fois c'est Désiré Doué, d'autres fois ça va être Gvara, Barcola peut aussi occuper ce rôle, tu peux avoir même un faux neuf qui se projette comme João Neves, donc tu as énormément de possibilités tactiques à voir comment ce Liverpool-là va le gérer. T'as évidemment des joueurs qui sont en excellente forme comme Dembélé, où là tu vas avoir un test. Tu peux avoir Robertson ou Tsimikas, parce que c'est vrai que Robertson est peut-être un peu moins bien ces derniers mois. Ça va être aussi un beau match dans le match. Je suis aussi curieux de voir un petit peu l'adaptation d'Arne Slot, quelle équipe il va mettre au final, parce que c'est ça qui va aussi nous intéresser dans cette configuration-là. C'est est-ce qu'il y a la priorité à la PL, est-ce qu'on fait reposer un petit peu en LDC, est-ce qu'on joue le Vatou. On rappelle du coup le calendrier de Liverpool. Liverpool ce week-end se déplace à Manchester City. Mercredi prochain, Liverpool-Newcastle en PL. Juste après, je crois qu'il y a normalement la FA Cup, donc Liverpool ne jouera pas, si j'ai bien compris, de match avant la première manche face au PSG. Donc Liverpool aura une semaine de repos. Ça à prendre en compte. Le premier match contre le PSG. Le week-end suivant, Liverpool-Southampton. Donc la possibilité pour Arne Slot de faire beaucoup tourner. Le match retour contre le PSG. Et avant la trêve internationale, la finale de Carabao Cup contre Newcastle. Donc un calendrier difficile, mais attention, parce que Liverpool a quand même possibilité de se reposer et de mettre en place certaines choses pour
un petit peu avoir des forces en présence intéressantes. Je sais pas, j'ai du mal à définir un favori. Je dirais peut-être oui, Liverpool sur l'impression globale. Mais moi je partirais plus sur un 55-45. Et je pense sincèrement, je le répète, que le PSG a toutes ses chances. Je suis convaincu que Paris peut faire un beau coup. Le PSG peut faire tourner à tous les matchs en championnat. Ce sera le cas. Quand on a vu la rotation à Toulouse avec Mayulu, avec Beraldo, Savonov aussi. Je pense que ça va être l'objectif pour Luis Enrique. L'équipe qu'on a vue contre Brest à l'aller au retour, je pense qu'on aura ça. Peut-être un petit débat sur Gvara. Mais sinon, je pense que ouais, à peu près, on sait qu'on aura Donnarumma dans les buts, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Barcola, Gvara, Oudoué et Dembélé. Je pense qu'on sait à peu près l'équipe qu'il y aura pour le PSG lors de cette confrontation. Évidemment, on va espérer qu'il n'y aura pas de pépins physiques, pas de blessures. Ça aussi, c'est une des forces du PSG version Luis Enrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a quand même beaucoup moins d'absents, de pépins. Avant, on savait que le PSG, avant un gros rendez-vous de LDC, tu avais toujours à l'infirmerie du Thiago Silva, du Verratti, de temps en temps du Di Maria, et ainsi de suite. Donc c'est vrai que d'un point de vue du staff, Paris a beaucoup bossé là-dessus. Le calendrier du PSG, c'est quoi? Intéressant, bien sûr. On va se projeter sur le calendrier du PSG. Le PSG, du coup, se déplace à Lyon ce week-end. Va au stade Briochin pour son quart de Coupe de France mercredi prochain. Donc, ils auront le même match. Enfin, ils auront aussi 2 matchs comme Liverpool. Sauf que Liverpool ne joue pas en FA Cup. Tandis que le PSG reçoit le LOSC. Donc, c'est quand même une affiche assez intéressante. Est-ce qu'il y aura de la rotation? Pas beaucoup, mais je pense que même avec une équipe bis, le PSG peut battre le LOSC. C'est dire un petit peu la marge que cette équipe a. La manche aller contre Liverpool au Parc. Déplacement à Rennes entre les deux affiches. Le retour contre Liverpool. Et intéressant, avant la trêve, on a un certain PSG-OM. Donc ça va être palpitant. On a la date des matchs. L'UEFA va aller sortir petit à petit le calendrier. Donc à voir ce que ça peut un petit peu donné. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de milieu de terrain avec Fabian Ruiz, avoir le retour de Warren Zaïre-Emery, mais j'ai l'impression que Luis Enrique aime beaucoup notre copain Fabian. Donc c'est pour ça que je le mets plutôt titulaire dans ce sens. Quelqu'un m'a demandé pourquoi j'ai le logo du Barça en bas. C'est pas parce que je suis un Catalan de Gironde, c'est juste parce que j'ai récupéré le bracket à l'arrache sur Twitter. C'est le premier screen qui m'est venu, je le trouvais simple, efficace, donc j'ai récupéré. N'y voyez aucune corruption, les amis. On continue les petits match-up avec Bruges, Aston Villa. N'oubliez pas qu'on a déjà eu cette affiche, avec évidemment une victoire de Bruges contre Aston Villa. Bruges n'a pas perdu depuis plus de 15 matchs à la maison. Bruges n'a pas perdu contre la Juve, n'a pas perdu contre Aston Villa, n'a pas perdu contre l'Atalanta sur 2 matchs. Donc grande méfiance de Bruges. Après, je pense que le retour à Villa et puis le fait que on ait une équipe qui soit en PL mais pas forcément... Tu vois, en PL, ils sont bien, mais tu sens qu'ils peuvent pas trop accrocher avec des champions parce qu'il y a quand même d'autres rythmes devant, ça va être compliqué. Je pense que Aston Villa va normalement faire le job, mais sincèrement, Bruges, je pense qu'ils peuvent leur poser des soucis rien qu'à l'aller. Je les vois pas perdre à l'aller, tu vois, vu leur forme. Je crois qu'on est sur 16 matchs de suite où ils ont pas perdu à la maison. Et encore une fois, je me répète, mais Bruges, énormément de joueurs très intéressants à suivre, comme Hans Van Aken, le daron, le taulier du milieu de terrain, un joueur un peu un 10 à l'ancienne, avec un volume de jeu assez conséquent, beaucoup de jeunes joueurs à surveiller, notamment pour notre ami Rudi Garcia, qui est désormais à la tête de la sélection belge, avec De Kuyper, Seyss, Talbi, Chemsedine Taibi. On sait qu'il y a le Maroc ou la Belgique, mais la double confrontation qu'il a envoyée contre l'Atalanta, on est sur un gros talent à surveiller, les potes. Donc à voir. J'ai bien aimé aussi Ferran Jutla, qui était passé par la formation du Barça, qui a notamment marqué un superbe but à l'aller contre l'Atalanta avec un enchaînement vraiment digne d'un très bon neuf. Et Den a bien raison de le dire, Bruges, Aston Villa, c'est pas le péno débile de Bruges. Oui, exactement. Alors, péno débile concédé par Aston Villa, c'était en gros une histoire entre
je sais plus si c'était, je crois que c'était Tyron Mings et Emiliano Martinez. En gros, il y a un dégagement, enfin il y a un hors-jeu et Mings bouge le ballon, Martinez le récupère à la main et du coup ils s'étaient pas mis d'accord et ça a fini par faire penalty. 1-0 pour Bruges. Vous connaissez la suite. Attention à la pression des jeunes joueurs pour Bruges. Oui, je pense que Bruges peut faire le job. À l'aller, au retour, ça sera peut-être plus compliqué parce qu'en plus, Villa Park, c'est pas un stade évident. C'est un bon stade à l'anglaise où tu sens qu'il y a de la pression et une atmosphère particulière. Donc attention à gérer ça. Mais voilà, on a vu aussi Aston Villa faire un gros mercato avec Asensio, avec Rashford, avec Daniel Malen, avec Disasi. Comme vous le savez, en Ligue des Champions, entre la première et la deuxième partie de saison, vous pouvez faire quelques modifications de liste. Vous avez le droit à 3 nouveaux joueurs. Et Aston Villa a inscrit Rashford, Asensio et Disasi. Il n'y a pas de Daniel Malen de mémoire, hein, parce que j'avais regardé un petit peu les listes. Il n'y a pas de Daniel Malen dans cette liste pour la LDC. Donc moi je pars sur un avantage Aston Villa, mais je pense que Bruges peut les embêter. Évidemment, hashtag analyse, mais ça se jouera surtout au retour et Villa Park. Mais voilà, je pense que Aston Villa peut être l'équipe. On se dira, bah tiens, certains ont dit l'Ajax 2019, je ne sais pas, mais c'est une équipe qui peut faire un beau petit parcours en sous-marin. Et c'est une équipe qui est relou à jouer. On sait, Unai Emery, très bon coach pour gérer des équipes de cette dimension-là, comme Villarreal, comme Séville. Je relativiserai toujours les échecs à Paris Arsenal. Je pense qu'ils étaient juste pas faits pour ce type d'adversaire, enfin d'adversaire de vestiaire. Mais je pense que Aston Villa va le faire. Ensuite, le bon vieux Real Atlético. Allez, je vais m'envoyer un petit sondage pour savoir qui se qualifie selon vous, parce que là, je pense qu'on va avoir aussi un beau petit morceau. Hop. C'est un classique de la LDC des années 2010, la finale 2014, Sergio Ramos, le coup de casque à la fin, la finale 2016 à San Siro. Qu'attendre de ce match? On a vu que c'était particulier encore cette année, avec 2 matchs nuls, un partout. Attention, l'Atlético reçoit au retour. Si c'était déplacement au Bernabéu pour la seconde manche, je vous aurais dit quoi qu'il arrive le Real. Là, j'ai toujours un petit truc en tête où, attention, parce que c'est une équipe, l'Atlético, qui adore, quoi qu'il arrive, être dans cette position d'outsider et faire un gros coup. On l'a vu contre le Bayern, on l'a vu contre Chelsea, on l'a vu contre Liverpool, le fameux Morata, le but dans le temps additionnel. On l'a vu contre l'Inter l'an dernier, souvenez-vous, l'Inter, j'étais le premier à le dire, l'Inter qui était l'équipe un petit peu... Moi, je trouvais que c'était l'équipe qui jouait le mieux en Europe, c'était l'équipe qui dominait son sujet, et son sortir au tir au but. Le retour au Metropolitano peut conditionner certaines choses. Le Barça, ils ont sorti aussi le Barça. C'est vrai, ils sont allés chercher la victoire à Paris. L'Atlético n'est jamais aussi dangereux que quand ils sont dans cette position-là, d'outsider, dos au mur, vous trouvez le terme que vous voulez. J'ai envie de voir ce que ça va un petit peu donner. On connaît à peu près le style de match qu'on va avoir. On va pas être surpris, ça peut être un petit peu lassant. Les calendriers, c'est vrai que c'est toujours intéressant de se projeter pour nos amis du Real. Reçoit Gérone ce week-end, va à la Sociedad en milieu de semaine pour la demi de Coupe du Roi, va au Betis avant la première manche contre l'Atlético. Le Real reçoit le Rayo entre les 2 matchs. Manche retour au Wanda Metropolitano la semaine du 11 mars. Et avant la trêve, le Real se déplace à Villarreal. Tu joues tous les 3 jours, quoi. Tu vas pas être trop reposé. Ensuite, c'est vrai que t'as la Coupe du Roi aussi pour... Oh putain, ça va être costaud. L'Atlético, attention, ça va être chaud. Va à Valence demain. Va à Barcelone pour la première manche de Coupe du Roi en milieu de semaine. L'Atlético reçoit Bilbao, 4ème de Liga, excellente équipe avant la première manche contre le Real. Première manche contre le Real la semaine du 4 mars, et même le déplacement entre les deux, déplacement à Retafe. Autant vous dire que c'est tout sauf un cadeau, connaissant la Castagne. Réception du Real, et après c'est vrai que le 16, tu reçois le Barça. Le calendrier de l'Atlético est titanesque. Il est extrêmement... savoureux et ouais, je comprends pourquoi vous vous en méfiez, et vu le calendrier et vu l'enchaînement des matchs, je pense que le Real a quand même son mot à dire
Attention encore une fois parce que on sait que l'Atlético ils aiment ça, hein, tirer la langue, se tenir les jambes, être en mode un petit peu KO, on renonce pas et faut pas les enterrer. Mais c'est vrai que le calendrier, tu te dis que ça va être quelque chose. Après, bah voilà, on a envie de voir du Kicks continuer sur cette lancée-là. Rodrigo, pareil. Il y a beaucoup de joueurs à surveiller dans ce sens-là. On sait que l'Atlético a aussi des atouts offensifs qui n'ont pas forcément été mis en avant. Je pense au récent match, le 1 partout au Bernabeu. Voilà, à voir comment Griezmann va pouvoir peut-être un peu plus être sollicité, trouvé. On a aussi Alvarez, Correa, pourquoi pas du Sorloth qui pourrait. Je pense que Sorloth, vu l'enchaînement des matchs, c'est une évidence qu'il va jouer un petit peu parce que ça va être quand même un enchaînement de costaud. Moi, je pars sur quand même le Real. Ah ouais, il y a quand même 55-45. Ouais, c'est vrai que ça peut y ressembler. Je pars quand même sur le Real parce que j'ai l'impression que, comme toujours, c'est leur compète. Et en aller-retour, vu l'enchaînement des matchs, je pense que l'Atlético va être un peu plus sur les rotules, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être difficile à gérer. Le PSV Arsenal. On va aller comme d'hab sur l'enchaînement des calendriers. Ça va être intéressant. On va voir un petit peu ce qu'on a pour Arsenal, en sachant encore une fois que vous avez beaucoup d'absents devant. Saka et Martinelli qui ne devraient pas revenir de suite. Jesus et Havertz out pour toute la saison. Donc ça à prendre en compte. Il y a Sterling qui est voilà, finito de chez finito. Trossard qui est bien pour la rotation. Nwaneri qui est en pleine explosion. Merino qui peut jouer de ce rôle de faux neuf. Donc on va voir ce que ça donne. Le calendrier d'Arsenal pour cette deuxième cette fin de mois de février et le début du mois de mars. Réception de West Ham demain. Déplacement à Nottingham en milieu de semaine. Pas de match le week-end avant de jouer le PSV. Première manche, déplacement au PSV. Déplacement à Old Trafford entre les deux matchs. Alors après Manchester United, tu sais jamais contre quelle équipe tu vas tomber, mais même Arsenal avec tous ses absents peut faire le job, mais méfiance quand même. Réception du PSV et quelques jours après, avant la trêve, tu reçois Chelsea. Donc, calendrier costaud, mais pas infaisable. Attention encore une fois avec cette histoire de blessés, tout ça. La chance pour Arsenal, mais ils sont quand même pas sereins en Europe. C'est vrai que l'an dernier, on les annonçait favoris contre le Bayern, et finalement le Bayern l'avait eu peut-être un peu plus à l'expérience. Et qui se qualifie, j'ai quand même un chat qui voit Atlético se qualifier à 51%. Mais quoi qu'il arrive, 51-49, c'est extrêmement serré. J'avoue que le PSV, le match contre la Juve m'a vraiment scotché, avec évidemment Perisic, 36 piges. Merci à la Juve de nous rappeler que Perisic joue encore au foot en 2025, de nous rappeler aussi que Perisic joue au PSV et qu'il a été décisif à l'aller et au retour. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs que je trouve très intéressants, comme Sabairi, le milieu marocain, qui a pareil, comme Hans Van Aken tout à l'heure, qui a un rôle très intéressant au cœur du jeu, un peu plus haut qu'un style de 8 relayeurs habituels. On a évidemment Noah Lang, le Neymar néerlandais, le mec qui copie tout ça, bon, qui a pas forcément le même talent, mais on sent qu'il y a pas mal d'inspiration vis-à-vis du Ney. Il y a beaucoup de joueurs que j'aime bien en termes, vous savez, de tauliers, comme Boscagli, Benitez, Schouten, Verman, tout ça. Il y a beaucoup de joueurs que j'apprécie, bien sûr, l'immense Luc de Jong devant. Donc, petite méfiance pour Arsenal. Je pense que ça va être quand même assez tendu. Je vois Arsenal se qualifier, mais je sais pas. Si on doit définir une surprise, j'irai peut-être là. Sincèrement, si je dois dire un upset, un outsider qu'on n'attend pas, je mettrais peut-être le PSV et même Flamingo derrière, le défenseur brésilien qui a vraiment une palette impressionnante, qui a marqué d'ailleurs contre la Juve dans le temps, pas dans le temps additionnel, mais en prolongation. C'est quelque chose à surveiller de près. À voir aussi la gestion d'Arteta. Est-ce que finalement, cet LDC, on mise tout en sachant que voilà, on a peut-être une chance d'accrocher Liverpool vu l'enchaînement des matchs en PL. À voir ce que ça va un petit peu donner. Mais voilà, je sais pas. Moi, PSV, j'ai envie de voir ce que ça donne. Et puis il y a même d'autres joueurs qu'on n'a pas cités parce qu'ils peuvent se réveiller à tout moment. Mais voilà, Bakayoko, c'est un ailier qu'on suit depuis pas mal de temps. C'est le genre de joueur qui peut aussi se montrer en évidence. Non, franchement, le PSV a beaucoup d'atouts avec ce bon vieux Peter Bosz. Alors vous savez, pour la petite histoire, l'an dernier, j'avais annoncé le PSV équipe surprise de la saison. Ils sont arrêtés en 8ème, battus par Dortmund. Là, voilà, peut-être que je me suis trompé d'une année.
mais j'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu. Et pour la petite histoire, parce que ici on est dans la transparence, je ne me cache rien, l'équipe surprise que j'avais définie pour cette année, c'était le Sporting. C'était le Sporting Lisbonne. Je ne pouvais pas prédire Amorim, le départ en cours des saisons, tout ça. Et je pense que si Amorim n'était pas parti, je pense que le Sporting aurait pu faire 8e ou quart. Et voilà, vous savez, le reste appartient à l'histoire. Amorim est en train de vivre une galère sans nom à United. Et le Sporting a sincèrement décliné. Donc voilà, c'est le jeu des prédictions. Voilà, on n'est pas parfait, mais j'avoue que celle-ci, je me la suis pris en plein visage. Du coup, pour cette partie de tableau, on a commencé un petit peu à avancer nos pions. On avance pour le reste. Le Benfica-Barça. On va aller sur le calendrier du Barça un petit peu pour voir ce que ça donne en détail, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, quand tu vois la confrontation contre Benfica et le match suivant contre Dortmund ou Lille, il y a la chance d'avoir, oui, on peut le dire, une autoroute pour aller jusqu'en demi. Après, on va voir ce que ça donne, mais ça me fait... c'est vrai que pour eux, quand tu connais leur équipe, leur saison, ça peut très clairement être le cas. Attention quand même, toujours une petite méfiance, parce que c'est vrai que le match contre Benfica avait été assez électrique avec le 4-5. Dortmund, ça avait fait un 2-3, mais à chaque fois, voilà, le Barça l'avait emporté. On va voir ce que ça donne un petit peu pour le LOSC. Du coup, le Barça se déplace à Las Palmas ce week-end. Réception de l'Atlético pour la première manche demi-finale de Coupe du Roi. Réception de la Real Sociedad avant d'affronter Benfica, de se déplacer à Estadio da Luz. Ensuite, entre les deux matchs, réception d'Osasuna. On a aussi un petit Barcelone-Benfica pour terminer avec la deuxième manche et le fameux déplacement du côté de l'Atlético. Donc, programme costaud, bel enchaînement. C'est vrai que connaissant le Barça de flic, t'as envie de dire que le match où ils sont le plus en danger, c'est Las Palmas ou Osasuna, parce qu'on sait que le Barça a perdu pas mal de points contre des petites équipes, entre guillemets, mais j'ai l'impression que depuis qu'ils ont remporté cette super coupe contre le Real avec ce 5-1, la machine s'est relancée. Il y a sincèrement une équipe qui s'est retrouvée, et même si on peut voir quelques petits défauts, notamment si on est toujours dans une logique de perfection pour l'équipe d'Hansi Flick, avec voilà, Rafinha qui mange un petit peu la feuille contre le Rayo Vallecano, Lamine Yamal qui rate 2-3 gestes. Voilà, c'est vraiment l'envie de chercher toujours plus, mais c'est quand même une équipe qui tourne extrêmement bien. Pedri, on en parle chaque week-end, mais chaque week-end, chaque semaine, le joueur épatant. C'est vrai que Polo le dit, le Barça est peut-être moins fou, mais plus solide défensivement. C'est vrai que j'ai l'impression que, après, le Rayo a eu quand même pas mal de situations d'occasion, notamment le but refusé pour hors-jeu. Donc, toujours méfiance, hein. Je pense que cette ligne du hors-jeu, elle reste exploitable. Mais écoutez, j'ai le sentiment que ça peut être intéressant à suivre. Et oui, je pense que le Barça, normalement, devrait se faire plaisir sur ce 8e et ce quart. En plus, tu as possibilité de faire un petit peu de rotation avec Fermin, avec voilà, De Jong qui a retrouvé sa place, du Olmo, Eric Garcia. Tu peux un petit peu permuter 2-3 joueurs sans que ça soit un problème. Mais oui, quand on voit d'autres configurations de tableau pour certaines équipes, ouais, sincèrement, le Barça est très très bien loti. Après, bah, c'est un statut à assumer. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on les attend en LDC de retrouver un grand Barça. On a eu l'an dernier le quart contre le PSG, on a vu des bonnes choses. Le rouge d'Arojo a conditionné certains éléments au retour. Là, c'est vrai qu'on a un Barça qui pourrait retrouver une demi-finale pour la première fois depuis. Je me demande si c'est pas depuis le fameux match de Liverpool, si je ne m'abuse. Ça doit être ça, non la première fois que le Barça refait une demi-finale. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment. On a connu pas mal d'années de saison galère. Donc à eux de se faire la main dessus. Ouais, c'est ça. La dernière demi, c'était la fameuse remontada avec le scénario fou et le doublé d'Origi. Donc à eux de jouer le coup. Benfica, juste la dernière fois, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Monaco. J'aime beaucoup Pavlidis devant. Juste un petit mot sur Benfica. Le neuf qu'ils ont recruté à Alkmaar aux Pays-Bas. J'aime beaucoup son style de neuf.
quelqu'un l'a dit, il a à la fois le physique d'un Golgoth devant, mais aussi une certaine agilité. Donc j'aime énormément ce profil. Et surtout, on peut voir un mec assez à l'aise balle au pied, et notamment pour transmettre des bons ballons, notamment l'assist qu'il fait face à Monaco. C'est pas Coxou, c'est pas Hornes, je crois que c'est Artukoglou. Donc vraiment un joueur assez complet. C'est ça depuis Liverpool. 2020, Bayern le 8-2. 2021, le PSG en 8ème. 2022 et 2023, Europa League. Je crois que de mémoire, c'était contre Manchester et Francfort. Et l'an dernier, le PSG. Donc c'est vrai qu'on pouvait retrouver pour la première fois un Barça en demi-finale. Et c'est vrai vu la stature de ce club, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas vus aussi haut. Dortmund-Lille, on y va les gars, juste pour la petite présentation. Hop, juste la petite question habituelle. Qui se qualifie? En vrai, l'avantage pour Lille, c'est de recevoir au retour, et c'est d'avoir peut-être plus de certitude que Dortmund, qui est une équipe qui peut évidemment passer. Si Dortmund passe, je serais pas surpris en mode c'est waouh, c'est un outsider ou quoi. Je me dis que c'est une équipe qui nous a montré beaucoup de limites en Bundesliga. On rappelle, hein, ils sont 11e, ils ont perdu contre Bochum, ils ont perdu contre Holstein-Kiel, ils ont perdu la maison contre Stuttgart, ils ont beaucoup subi de contre-coups, ils sont largués un petit peu en championnat. Après, l'an dernier, ils étaient moins largués, mais ils ont quand même terminé 5e, mais ils sont allés en finale de LDC alors que absolument personne ne les attendait. Tu mettais l'an dernier les 8 équipes en lice en quart, je pense que personne ne disait ce Dortmund-là. En plus, ils ont affronté l'Atlético puis le PSG, à chaque fois ils étaient outsiders. J'ai envie de me méfier quand même, parce que, je le répète, t'as des armes, des beaux atouts pour cette équipe. T'as Guirassy qui est meilleur buteur. Bon, là, il a raté un penalty contre le Sporting, mais sinon, ça tourne quand même bien. T'as Bino Gittens qui est en feu depuis pas mal de temps. T'as des joueurs qui sont médiocres, il faut le dire, cette année. Je pense à Julian Brandt. J'aime beaucoup Julian Brandt, perso, en termes de style de joueur et tout, mais vraiment, il perd énormément de ballons. Je sais pas si vous avez regardé le Dortmund Sporting qui était mercredi à 18h45. Spoil, c'était la sieste. C'était vraiment nous rompicham et un match assez terne. Mais pour le coup, on a pu voir quand même une équipe gérée. Et Brandt a perdu, je sais pas combien de ballons, au moins une quinzaine, une vingtaine. C'est colossal. À voir un petit peu cette configuration de Dortmund qui a quand même pas mal de lacunes. Je le vois aussi un Sabitzer moins bien que la saison dernière où c'était un vrai poumon au milieu de terrain. Emre Can qui est toujours un petit peu sur une phase déclinante. Il y a beaucoup de joueurs qui sont prenables individuellement. Lille a toutes ses chances, mais voilà, ça reste Dortmund, ça reste une équipe avec quelques joueurs, encore une fois, capables de coups d'éclat. Donc attention à ne pas survendre le LOSC, mais je me répète aussi de ce point de vue-là, Lille, c'est une équipe qui a su battre des équipes qu'on n'annonçait pas du tout à sa portée, qui a su faire des résultats contre des équipes, on disait, avec des formats un petit peu imprévisibles, des équipes, faibles. Ouais, Adeyemi, alors Adeyemi aussi, je trouve qu'il est dans ce registre un petit peu... tu ne sais jamais quelle version d'Adeyemi tu vas avoir, mais oui, on sait que quand il met le moteur, le T-Max, c'est compliqué de le rattraper. Mais voilà, Lille est une équipe qui gère plutôt bien sa Ligue des Champions. En championnat, on pouvait peut-être s'attendre à un petit peu plus de points, mais ils ont quand même fait un parcours qu'on n'attendait pas en LDC, donc il faut les féliciter quoi qu'il arrive. J'ai envie de voir ce que ça donne un petit peu. Dortmund à domicile en LDC, c'est solide. Il faudra essayer de ramener un bon résultat pour le retour. Oui, je pense que si Lille gère bien ça, mais ils l'ont fait, tu vois, au Wanda Metropolitano. Ils ont montré quand même cet état d'esprit. Et même le match à Anfield, même si Liverpool était à 50-60%, ils ont montré un très beau visage, je trouve. Donc voilà, on a envie de se projeter petit à petit là-dessus. Évidemment, comme d'habitude, le calendrier du LOSC, voir ce que ça donne un petit peu pour nos amis les Dogs. Lille, du coup, reçoit Monaco demain. Pas de match puisqu'ils ont été éliminés en Coupe de France la semaine prochaine. Ils vont à Paris, ils vont à Dortmund en milieu de semaine, ils reçoivent Montpellier. Le match Lille-Montpellier entre les deux. Après, je pense que vous connaissez Bruno Genesio. Ici, on pratique le Genesio depuis pas mal de temps. J'ai plus confiance en Lille contre Monaco que sur le match de Montpellier. On rappelle que Lille a perdu à Saint-Etienne, a perdu contre Le Havre, a fait match nul à Montpellier. Donc, c'est le genre de configuration où tu te méfies. Mais on sent que Montpellier est un petit peu en roue libre ces derniers temps.
et que s'ils ont envie d'aller chercher 3 points, oui, normalement, ils doivent pas, même en faisant un petit peu tourner entre les deux matchs de LDC, c'est là où il faut saisir sa chance. Du coup, réception de Dortmund, et avant la trêve, tu as un déplacement à Nantes. Donc voilà, le calendrier est fixé pour nos amis lillois. Ce que ça donne un petit peu, ça va être pas mal, et ta possibilité de reposer, peut-être de récupérer. Il faudra voir évidemment Fernandes, Pardo, Zegrova, je me répète, mais si Lille pouvait compter sur 2 talents comme ça, capables de faire la différence à tout instant, ce serait quand même un atout supplémentaire dans la manche de Genesio, et je pense qu'ils en auront bien besoin, parce que même si on peut évidemment partir sur Lille favori, voilà, vous êtes plutôt 2 tiers Lille favori, 1 tiers Dortmund, donc ça prouve aussi que Lille a franchi un petit step, de les mettre dans cette position-là. Fernandes Pardo sera là, il est peut-être dans le groupe des samedis. Très très bonne nouvelle de le récupérer, même si ça reste un jeune joueur. C'est un mec qui m'a beaucoup plu sur ce qu'il a montré depuis son arrivée à Lille en provenance de Belgique. Dortmund, le calendrier du BVB, qu'est-ce que ça donne un petit peu pour eux? Dortmund reçoit l'Union Berlin, pas de match en semaine, va à Saint-Pauli, reçoit Lille pour la première manche. Le week-end, le match entre les 2 rencontres de Ligue des Champions, c'est la réception d'Augsbourg. Et ensuite, ils se déplacent à Lille et ils se déplacent à la Biche. Calendrier, t'as un petit peu de repos, quoi. Mais on sait qu'avec Dortmund, tu n'es jamais serein totalement sur tous les aspects. Donc à voir. J'ai plutôt confiance en Lille et en Genesio pour gérer ce type de match. Et voilà, voir Lille en quart de finale de la LDC. Derrière, si on commence à être un petit peu joueur, on se dit que ça peut être forcément le Barça. Là, tu sais que ce sera une toute autre montagne. Mais d'abord passer Dortmund, parce que ça reste une équipe avec une certaine aura en LDC. Il faut toujours un petit peu s'en méfier. D'un adversaire de Bundesliga à 2 qui vont se confronter avec ce Bayern qui va être très intéressant. D'ailleurs, je pense que j'ai envie d'entendre votre avis là-dessus. C'est un petit peu 2 tendances étrange, parce que Bayern a 8 points d'avance et tu dis que Leverkusen ça va être peut-être dur à rattraper, mais dans un autre sens, sur cette confrontation de Ligue des Champions, si Leverkusen se dit que on est peut-être sur la dernière saison avec l'ossature du titre, parce que vous savez que ça a été intéressant pour Xabi Alonso de garder toutes ses forces en présence, les Grimaldo, les Frimpong, les Wirtz, les Xhaka, les Boniface, même si Boniface joue un petit peu moins que Schick, a pris pas mal de temps de jeu, les Hincapié, tout ça, Jonathan Tah. C'est vrai que c'est dur à pronostiquer, c'est vrai que c'est peut-être un des matchs les plus compliqués à deviner. On n'est pas loin d'être sur un 50-50. La logique voudrait que tu mettes le Bayern. Voilà, comme le dit Gibza, le Bayern de compagnie va reprendre probablement le titre. Je trouve ça pas foufou. Oui, je trouve que c'est un Bayern qui montre pas. Après, sur la première partie de saison, j'ai vu certains matchs où ça a bien tourné. Et là, c'est vrai qu'ils concèdent pas mal de buts. Ils sont un petit peu en train de tâtonner. Je l'ai dit, d'habitude, le Bayern, c'est une équipe qui enclenche la vitesse supérieure quand on arrive sur le début du printemps, les rendez-vous clés. Donc peut-être qu'ils en ont encore sous la pédale et qu'ils vont nous montrer une meilleure version. Mais défensivement, tu sais qu'il y a des failles. Offensivement, des fois, c'est une équipe qui a du mal à se trouver, à finir des actions. Par exemple, quand ils perdent 3-0 au Feyenoord, je crois qu'il y a 30 tirs pour 6 cadrés. C'est quand même assez inquiétant. Et je me répète, mais les Leverkusen, on a vu que c'est une équipe qui leur pose des soucis, en sachant que cette saison, on a eu 2 confrontations, on a eu 3 même. On a eu une manche allée en Bundesliga où le Bayern a dominé, ça a terminé sur un partout. On a eu un match en Coupe d'Allemagne avec un scénario étrange parce que Neuer a pris un carton rouge d'entrée et Leverkusen a fini par se qualifier. On a eu le match récemment, c'était il y a une semaine, le retour où si Leverkusen gagnait, ils avaient peut-être l'espoir de reprendre quelques points et d'être à 5 unités du Bayern. Immense domination, mais ils n'ont pas concrétisé à l'image des occasions d'Adli et de Wirtz. Bayern qui a été assez décevant. Donc on va encore avoir 2 matchs supplémentaires, youpi. Et ouais, j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va engendrer, parce que très clairement, je pense que Leverkusen a un très beau coup à jouer. Ils reçoivent en plus au retour. Donc, ouais, je sais pas. Ici, en fait, il faut voir un petit peu si le Bayern doit faire un score à l'aller, parce que le retour, je le sens pas trop. Mais, allez, petite pièce sur les Leverkusen, les potes. Je le dis comme ça, je sais pas, une inspiration. Mais si je devais définir quelque chose, je partirais peut-être ici sur les Leverkusen.
Tellement dommage le nombre de confrontations entre clubs du même championnat. C'est vrai que c'est regrettable. On a eu un affrontement français en barrage. Là, on a un espagnol, un allemand. C'est le risque de cette nouvelle formule avec les places prédéfinies. Et vous savez qu'avant, que ce soit phase de groupe, huitième et tout, on mettait... on interdisait ce type de confrontation. Après, voilà, c'est le jeu. Et je pense que ça se reproduira sur pas mal d'années. Allez, petit calendrier du Bayern pour voir un petit peu ce que ça donne. Le Bayern, du coup, reçoit Francfort. Donc, gros match ce week-end. Va Stuttgart le vendredi avant la première manche et la réception des Leverkusen. Réception de Bochum entre les deux matchs, plutôt tranquille à l'aise. Et ensuite, tu fais la manche retour à Leverkusen avant de te déplacer à Union Berlin. Le calendrier, ça va. Mais quand même, l'enchaînement Francfort-Stuttgart, il va pas être évident à assumer, je sens. Pour Leverkusen, ça donne quoi? Leverkusen se déplace à Holstein-Kiel, qui les avait accrochés à l'aller 2-2. Déplacement à Francfort. Avant le déplacement, il fait un petit peu mal, hein, celui-ci, parce que gros adversaire bien relou à jouer. Ensuite, la première manche, tu te déplaces à l'Allianz Arena. Tu reçois le Werder entre les deux matchs. Tu vas recevoir le Bayern sur la manche retour et tu te déplaces à Stuttgart. Le calendrier des Leverkusen, il est un petit peu relou quand même, hein. Il va être assez difficile. Un tableau sans City qui aurait pu l'imaginer en septembre. Non mais c'est ça. City qui n'est pas en 8ème, Pep Guardiola qui n'est pas en 8ème, c'est une première depuis qu'il a pris en main le Barça en 2008-2009. Donc c'est dire aussi ce que ça représente comme c'est. Même voilà, on sait que City a tous ses problèmes, mais n'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez délirant. Et enfin, le dernier match à suivre, très intéressant, Feyenoord-Inter. Est-ce que le Feyenoord va pouvoir enchaîner sur une deuxième victoire d'un club milanais? Après, on sait que l'Inter a plus de certitude et plus équilibré. Évidemment, favori pour moi, l'Inter, mais c'est pas un Inter qui est impérial, donc je pense que le Feyenoord peut les embêter à l'aller, mais sur la globalité, je pense que l'Inter va se qualifier. Là, c'est vrai qu'ils avancent peut-être un petit peu moins avec un rythme impressionnant. En plus, t'as Naples qui les défie un petit peu en Serie A, qui tient un vrai beau rythme. Ça, c'est vraiment la surprise qu'on n'attendait pas. Du coup, le calendrier de l'Inter, qui est quand même costaud. L'Inter reçoit le Genoa ce week-end. Match de coupe contre la Lazio en milieu de semaine prochaine. Déplacement à Naples. Celui-ci, il est quand même costaud. Avant de se déplacer à Rotterdam. Ensuite, on a, entre les deux matchs, la réception de Monza. La deuxième manche contre le Feyenoord à Giuseppe Meazza. Et puis, pas simple, puisqu'ils se déplaceront à l'Atalanta pour terminer leur petit tour avant la trêve internationale. Le calendrier de l'Inter est quand même costaud, hein. On va être assez... Sans le rouge du Milan, Feyenoord n'avait aucune chance à mon avis. C'est vrai que Théo Hernandez a très clairement vendu le match. Et quand tu regardes les 50 minutes entre le but de Jiménez et le rouge, c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule équipe. Et on peut peut-être un petit peu regretter de ne pas avoir ce derby milanais à ce moment précis. Allez, pour le fun, peut-être le calendrier du Feyenoord. Est-ce que tu as 2-3 petits matchs à suivre? Bon, ils font Almereux, ils font Nimeg, ils font les deux matchs contre l'Inter. Au milieu, tu as Groningen et tu vas à Twente. Bon, on sent que pour le Feyenoord, ça va être peut-être un peu plus chill, en sachant qu'en championnat, ils sont que 4ème. Donc, à voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, ils ont 14 points de retard sur l'Ajax, 12 sur le PSV. Et pourtant, c'est une équipe qui a vraiment des jeunes très intéressants. Dans une vidéo précédente sur les 10 jeunes à suivre en 2025, je vous avais parlé de Milambo. J'aime beaucoup Pachao, qui a montré de très très belles choses contre l'AC Milan lors de cette confrontation-là. Donc à voir. Ici, on part sur un petit avantage Inter. Donc voilà, j'espère que ce tour d'horizon des huitièmes de finale de LDC et de ce qui nous attend va vous séduire. Mais bon, il y aura encore des previews sur hors-jeu ailleurs. On n'en a pas fini de parler de cette coupe aux grandes oreilles. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce programme avec moi, d'avoir suivi ce tirage au sort. C'était super sympa d'animer ça et d'être ensemble. Encore une fois, vous avez toutes les émissions en replay, que ce soit sur Spotify, Formation FC, Les Dérives de Scipion, Deezer, Apple Podcast, Spotify. On est partout. N'hésitez pas à mettre les petites étoiles, les petits pouces qu'il faut, également sur YouTube. Et puis moi, je vous dis à ce week-end pour évidemment le débrief Ligue 1. Passez une excellente journée, un bon week-end à tous et je vous dis à très vite les potes. Salut!